Merci à tous. Déjà, un grand merci d'être resté jusqu'à 17h30. Je sais que ce n'est pas l'horaire préféré de la plupart, mais on va être ici aujourd'hui effectivement pour parler de l'accessibilité et de l'IA. Si ça ne marche pas, let's go. Ok, tout va bien. Heureusement que j'ai passé 10 minutes à préparer le talk juste avant. Tout va bien. Hop. Spoiler alert. Ah, très pratique de ne pas voir au-dessus, on adore. Ok, on est reparti. Alors, hop. Voilà. Ok. Donc, l'accessibilité à l'ère de l'IA. Donc déjà, enchanté, je suis Pierre Leclerc, développeur chez Sphère, en mission à ADO actuellement sur un produit d'IA. J'ai également fait un petit tour par Noroto et Decathlon dans les endroits où j'ai pu faire de l'accessibilité. Donc on va commencer tout d'abord par un court rappel de ce qu'est l'accessibilité. Donc on va être sur des définitions un peu verbeuses, accrochez-vous. Donc, constitue un handicap au sens de la présente loi toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Si vous pouvez le reconnaître par la syntaxe, il s'agit d'un texte de loi, évidemment. On est sur quelque chose de plutôt verbeux, mais qui permet de voir tout le spectre qui constitue le handicap, et également de voir qu'il s'agit qu'il y a une notion de temporalité. Ça peut être un handicap temporaire, ça peut être un handicap permanent, et également tout un spectre de typologie d'handicap. Le sujet est réellement que nous sommes face à des situations de handicap. On peut tous connaître une situation de handicap. Une personne ne subit pas son handicap, il subit une situation dans laquelle il ne peut pas faire pleine action. Par exemple, si demain toutes les portes, tous les encadrements de portes venaient à faire 1,20 m de hauteur, nous serions tous en situation de handicap face à ces portes, sauf évidemment une petite frange de la population. Donc, nous avons quelques chiffres du handicap. Donc déjà, dans le monde, on a 1,3 milliard de personnes en situation de handicap, 90 millions dans l'Union européenne et 14,5 millions en France. Si vous ramenez le calcul, on arrive à plus ou moins une personne sur 6 qui est concernée par une situation de handicap. On voit bien que le handicap touche énormément de monde. Là où on ne s'en rend pas forcément compte, c'est qu'environ 70% des handicaps ne sont pas visibles. Enfin, la définition de l'accessibilité, la définition de notre maître à tous, Tim Berners-Lee, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, le créateur du World Wide Web et du W3C, c'est mettre le web et ses services à la disposition de tous les individus, quel que soit leur matériel ou logiciel, leur infrastructure réseau, leur langue maternelle, leur culture, leur localisation géographique ou leur aptitude physique ou mentale. Encore une fois, il s'agit ici d'avoir un spectre assez large, mais surtout d'avoir quelque chose d'inclusif qui va concerner tout le monde. Aujourd'hui, le but de l'accessibilité, c'est de mettre Internet à disposition de tous et de toutes. Allons-y, c'est parti pour le gros du sujet. Et on va déjà commencer par le lien entre handicap et IA. Déjà, première information, les personnes en situation de handicap deviennent certains des utilisateurs les plus actifs des outils IA. Pourquoi ? Principalement parce qu'ils se servent des outils IA pour dépasser les barrières d'inaccessibilité sur le web. Donc on remarque, d'après une étude Randstad de 2024, ça commence déjà un petit peu à dater dans la temporalité de l'IA, mais que 55% des travailleurs contre 39% utilisent l'IA. Donc 55% des utilisateurs en situation de handicap. Quelques petits outils pratiques qui sont utilisés par les personnes en situation de handicap. Pour la vision, on a par exemple Be My Eyes, qui est une caméra qui permet de filmer l'environnement et ensuite, combiné avec un LLM, de traduire cet environnement.
On peut avoir aussi Seeing AI qui aide à la lecture, qui fait de la reconnaissance de scènes et d'objets. Pour l'ouïe, l'écoute, on a des outils comme Otter AI qui fait de la transcription en direct des réunions. LiveSpeech qui fait aussi du clonage de voix après 15 minutes d'enregistrement. Donc, par exemple, ça, ce sont des outils qui peuvent aider les personnes en situation de handicap, qui ont par exemple des déficits d'ouïe, mais ça peut également nous servir à tous pour faire de la transcription de réunion. Là où est fort l'accessibilité, c'est que ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap vienne à servir à tous. Pour la mobilité, on a des outils comme Whisper, par exemple, qui viennent, eux, faire de l'aide à la saisie au clavier, tout simplement du speech to text. Et pour le cognitif, on a des outils comme Glaster qui sont utilisés dans les écoles, qui aident à la lecture. Et il y a également la simplification de texte, la correction orthographique, plein d'éléments qui viennent aider, par exemple, les personnes en trouble 10. Ce talk a été principalement motivé suite à le fait que je me balade sur Internet et que je tombe sur des études, des papiers scientifiques, notamment un papier scientifique mené par Rudaiba Adnin et Maître Heidas, qui ont interrogé 19 participants aveugles au sujet de leur utilisation de ChatGPT, Claude Gemini, Copilot et Be My AI. Pour vous faire un résumé de ce très gros papier de 50 pages grosse maille, on peut déjà voir une première chose, c'est qu'il y a une véritable utilité pour les personnes en situation de handicap de pouvoir utiliser des LLM ou des outils d'IA. Par exemple, un des participants, Henri, pour son petit nom, a déclaré « J'ai plus appris en 1 an avec ChatGPT qu'en 20 ans tout seul ». C'est quand même pas rien de dire ça. Vous allez voir qu'il y a des grandes citations élogieuses dans ce texte et les utilisateurs ont un énorme enthousiasme pour l'IA. Même si, on va le voir, ça vient également avec quelques biais, quelques problèmes. Notamment, la vérification est coûteuse. Pour une personne aveugle, vérifier une information, c'est compliqué. Si la personne, par exemple, doit demander à un utilisateur pouvant voir de vérifier l'information ou d'aller chercher l'information pour lui sur un site qui est par exemple inaccessible, ça devient très compliqué et ça limite complètement l'utilisation des LLM. Également, parce que sinon ça serait trop beau, il y a aussi des biais validistes. Donc, par exemple, ChatGPT peut exprimer de la pitié quand on évoque la cécité des utilisateurs, ou par exemple dire que les utilisateurs aveugles sont courageux et qu'ils sont forts et courageux d'avoir réussi à dépasser ces barrières, ce qu'on appelle dans le métier de l'inspiration porn. Donc, la grande citation qui a donné son titre à l'étude, c'est celle-ci. Franchement, je le vois comme le roi du savoir. Donc, si ChatGPT ne sait pas quoi dire, je ne trouverai tout simplement pas ce que je cherche parce que ça n'existe pas. Ça nous amène à nous poser une première question qui est « Est-ce que nous devons faire confiance au LLM ?» Je ne suis pas sûr et on va commencer déjà par voir les premiers défauts et inconvénients de l'accessibilité avec l'IA. Déjà, dans un premier lieu, pour commencer, l'accessibilité des chatbots est perfectible. C'est quand même pas mal d'avoir un outil qui nous permette de dépasser certaines barrières d'inaccessibilité. Si lui-même n'est pas accessible, on peut rencontrer énormément de problèmes. Donc, quelques problèmes d'accessibilité des chatbots. Il y a déjà des non-conformités. Certains titres et zones de page sont manquants. Pour ceux qui ne savent pas, les titres sont particulièrement importants pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. Ça leur permet d'aller directement à une zone de contenu intéressante ou importante pour eux. Il y a quelques frictions avec, par exemple, pas de notification sonore quand il y a un nouveau message. Par exemple, on utilise Aria Live pour pouvoir signifier qu'il y a un nouveau message qui apparaît. Et également, et ça on peut le voir de nous-mêmes, où on a parfois un contenu qui est noyé dans de la pub ou différentes subscriptions ou forfaits, globalement ce qu'on appelle dans le métier des dark patterns. Enfin, et ça aussi, nous le vivons tous, les LLM sont particulièrement verbeux. Ils viennent énormément faire des énormes textes. C'est d'autant plus handicapant quand on utilise un vocalisateur, où ce vocalisateur va lire tout un pavé de texte pour réussir à ressortir 2 informations intéressantes. C'est problématique.
Autre problème, le cas des hallucinations. Également un problème que je pense qu'on a tous rencontré en utilisant des LLM. Donc, nous avons des stats qui peuvent énormément varier. Il y a beaucoup d'études qui sont faites pour l'instant pour essayer de calculer les taux les taux d'hallucination par les LLM. On peut avoir des tout petits chiffres comme 1% d'hallucination sur des sujets très simples. Ça peut monter jusqu'à 60%, parfois plus, pour des cas très complexes ou avec des LLM peu performants. J'ai mis plus d'informations dans les slides, je les partagerai à la fin, avec toutes les études qui ont été faites, qui sont liées. N'hésitez pas à récupérer, je suis sûr que vous trouverez encore plus d'informations et une demi-douzaine de papiers scientifiques, donc probablement des centaines de pages à lire, faites-vous plaisir. Comment les utilisateurs en situation de handicap surpassent le problème des hallucinations? Pour ça, ils ont noté 4 choses à vérifier pour pouvoir surpasser ça. Déjà, ils doivent vérifier le contexte. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est dans un contexte professionnel, par exemple? Si c'est dans un contexte professionnel, on va peut-être faire un peu plus attention aux informations qu'on vient chercher. Également, quels sont les enjeux, quels sont les impacts? Est-ce que, par exemple, si, dans mon cas, je venais à faire une recherche sur les allergènes présents aujourd'hui au DevLille, eh bien, est-ce que je ferais réellement confiance à un LLM pour ma vie, tout simplement, puisque je viendrai à mourir si je venais à manger ne serait-ce qu'une once de cacahuètes? Eh bien non, je ne ferai pas uniquement confiance au LLM. La vérifiabilité, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je peux vérifier l'information facilement? Et enfin, la crédibilité. Est-ce que la réponse est plausible ou est-ce que ce que vient de me dire le LLM semble complètement délirant? Ensuite, problème suivant, et profitez bien de cette magnifique image faite avec l'IA qui ferait son créateur, le créateur de ce style, probablement complètement vrillé. Donc on va parler un petit peu de la génération des images. Alors, comment l'IA remplit ses alt, par exemple? Donc les alternatives textuelles, c'est ce qui permet aux vocalisateurs d'écran de pouvoir dire ce qui se passe dans une image. Eh bien, jusqu'ici, par exemple, Google Workspace venait tout simplement prendre le prompt d'une image générée et en faire l'alt. Donc, je vous laisse deviner que ça crée plein de problèmes. Et donc, une étude a été menée et a remarqué que, par exemple, 32 requêtes sur 64 contenaient du jargon technique. 10 requêtes sur 64 faisaient référence à des éléments que le modèle n'a finalement pas générés, donc de la finition. 18 sur 64 étaient des aperçus trop génériques, trop vagues pour être utiles. Donc globalement, ça ressemble quand même comme une mauvaise solution d'avoir un prompt en tant qu'alt. Ensuite, les images, parce qu'il faut quand même le dire, parfois l'IA fait des choses bien. Qu'est-ce que fait bien l'IA? Décrire une scène avec précision. Si on demande à cette IA de décrire une scène, il va vraiment rentrer dans les détails, parfois trop, et on revient sur le problème de verbosité. Elle permet aussi de lire du texte intégré à l'image, et ça va être fort utile dans le futur, je pense, d'avoir, parce qu'on a énormément sur les sites d'e-commerce, par exemple, des textes incrustés dans des images qui sont complètement illisibles par les alternatives. Également permet d'identifier des objets, des couleurs et des personnes. Mais comme d'habitude, il y a aussi des choses qu'il ne sait pas faire, par exemple comprendre le contexte. Si je mets une photo d'un homme qui sourit et que c'est par exemple pour vendre un médicament pour la dépression, eh bien il ne va pas forcément faire le lien entre les deux. Également, il n'est pas très bon pour distinguer les images décoratives et les images informatives, ce qui est un des cœurs de l'accessibilité sur la manière dont on remplit nos alternatives textuelles. Et effectivement, mais ça, je pense que personne n'est bon aujourd'hui pour le faire, l'humain comme l'IA, synthétiser des graphiques complexes ou des visualisations de données. Nouveau problème, et là on va attaquer le gros morceau de ce talk, la génération de code. Donc déjà, je pense que même sans faire de l'accessibilité, vous pouvez voir le petit problème qui se balade ici. Voilà, alors c'est un code que j'ai fait moi-même avec beaucoup de douleur, mais croyez-moi que j'ai déjà vu ce genre de choses se balader. Donc, petite statistique, 96% des pages d'accueil les plus visitées contiennent des erreurs d'accessibilité. C'est dire que le web aujourd'hui n'est pas accessible. Donc je vous laisse deviner que si les LLM aujourd'hui consomment le code présent sur le web pour pouvoir ensuite générer du code, il se base donc sur du code qui est intrinsèquement inaccessible. Donc, quelques petits soucis sur la génération de code. Nous avons déjà, encore une fois, c'est un classique, de la confusion entre décoratif et informatif.
On a également des textes de remplissage génériques utilisés à la place d'alternatives descriptives explicites. Également de l'information transmise uniquement par la couleur. Par exemple, dans un menu, si j'ai un onglet actif et qu'il est uniquement en rouge parce qu'il est actif, c'est une erreur d'accessibilité. Et enfin, le HTML utilisé uniquement à des fins de mise en forme visuelle. Énorme problème de sémantique également. Évidemment, ce ne sont pas les seuls problèmes. Il y en a toute cette liste que je ne vous ferai pas, parce que sinon je vais avoir la gorge asséchée avant la fin du talk. Est-ce que ça va ? Pour l'instant, là, on vient d'aborder tous les sujets un petit peu touchy, on rigole pas beaucoup. C'est un petit peu tous les défauts de l'accessibilité, et croyez-moi qu'on peut en trouver plein d'autres. Enfin, de l'IA avec l'accessibilité. L'accessibilité n'a aucun défaut, évidemment. Donc, nous allons faire maintenant, et j'espère que ça va pas être trop une galère avec l'écran, une petite démo. Donc, pour cette démo, j'ai un exemple qui est simple, et pour vous amener un petit peu de bonheur, c'est celui d'un site web de vente de peluches. Donc, j'ai fait 3 sites grâce à des règles relativement simples. Un unique prompt en mode plan avec Claude Sonnet 4.6. Un site e-commerce avec page d'accueil, page liste produits, page de produits et formulaire de contact en HTML, CSS, JS. Volontairement, je lui ai donné un assez bon contexte, un pas trop mauvais modèle, une manière pas trop mauvaise de faire, des technologies le plus simples possible pour pouvoir réussir à avoir, on l'espère, un super résultat. Allez, c'est parti pour la démo et on espère qu'il n'y a rien qui explose sur la route. Alors, ce qui est très pratique, c'est que je ne vois pas les onglets, donc il va falloir deviner. J'espère que je n'enfermerai pas un au passage. Allez, let's go. Oui, le premier site. Donc voilà, déjà on peut arriver sur ce premier site. Ce site a été généré avec un prompt simple qui demande ce que j'ai décrit juste avant. Aucune mention de l'accessibilité n'a été faite. Donc voyons voir déjà ce que donne ce site. Premier problème, je tabule. Normalement, vous le verriez si ce n'était pas tronqué, j'arriverai en haut sur le header et je ne verrai surtout pas de lien d'évitement. Un classique de l'accessibilité, il faut des liens d'évitement pour aller sur les zones principales de contenu. Ça permet tout simplement d'éviter de surcharger encore une fois les informations. C'est dommage parce que ce que vous ne voyez pas, je le vois sur mon retour. On devrait changer d'écran. Autre souci, et ce coup-ci c'est plus côté du code, on va pas aller s'amuser à sortir du Visual Studio parce que là je pense que sinon c'est la fin de la présentation. On n'a pas de balise main. D'autres problèmes, on va avoir des focus qui sont manquants. Également, si je vais sur des pages produits, bah vous pouvez voir que on a déjà des problèmes de contraste. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sous la petite tête de lion là par exemple. Je pense que vous pouvez deviner que le contraste n'est pas suffisant. Donc voilà, c'est un premier site, on s'est fait plaisir, globalement c'est pas terrible. Autre souci, le carrousel qui tourne tout seul sans possibilité de l'arrêter. Également des zones très petites, ici on est sur du moins de 24 pixels sur 24 pixels, donc évidemment à cliquer c'est un enfer, et imaginez sur mobile. On va donc passer au deuxième site. Le deuxième site, lui, il a été généré avec l'exact même prompt, un petit paragraphe supplémentaire juste disant « S'il te plaît, sois accessible selon les WCAG, le référentiel américain d'accessibilité ». Non, c'est à côté. Allez, yes. Un plaisir. Déjà, quand on arrive, et je pense que vous n'allez pas le voir... Attention, ne quittez pas. Voilà. Donc, ici, je vous jure, il y a un lien d'évitement. Et si je clique sur le lien d'évitement, je scrolle un tout petit peu pour aller sur le carrousel. Également, nous avons des boutons de contrôle un peu plus qualitatifs, mais on voit aussi quand même qu'on retrouve les mêmes problèmes de contraste. C'est pas parfait, on a vraiment encore des soucis, même en donnant une source exacte au LLM, en disant les WCAG, s'il te plaît, c'est le référentiel, inspire-toi, il continue de faire des erreurs à l'intérieur. Donc, pour essayer de contrer ça, et je pense que vous avez déjà dû entendre parler de ce genre de soucis, je me suis dit, allez, on va prendre le LLM et puis on va le bourrer d'informations, on va lui donner tout ce qu'il peut de possible et imaginable comme ressources à l'accessibilité.
Donc, j'ai fait ce magnifique repository où, à l'intérieur, je vais tenter de recharger parce qu'il y a un schéma normalement, sinon je vais vous l'expliquer, c'est pas grave. Voilà. Alors, ce magnifique schéma où j'ai fait des agents et des sous-agents. Hop. Voilà. Donc, on a un agent audit, un agent développement. Je vais vous lire, hein, désolé pour... les schémas se prêtent pas très bien en présentation comme ça. Ces sous-agents, eux, viennent chercher les différentes thématiques du WCAG. Ici, j'ai tous les critères du WCAG. Je lui ai donné énormément d'informations. Et je lui ai dit... part de cet agent de dev, et je lui ai donné l'exact même prompt. Aucune référence à l'accessibilité, je lui ai donné vraiment le premier prompt de base. Et déjà, là, on va pouvoir voir qu'on commence à avoir des résultats plus intéressants. Je deviens pas trop mauvais à viser à l'aveugle. Alors, hop, on a un nouveau site. Déjà, on remarque qu'il y a moins de problèmes de contraste. Il ne s'amuse plus à mettre des textes gris en dessous. Même si on voit que c'est pas parfait, il y a encore, par exemple, ce magnifique numéro de téléphone. J'imagine que vous arrivez bien à le lire. Donc, voilà. Pour continuer, il y a toujours des liens d'évitement. Il y a un bouton qui permet d'arrêter le carrousel. Félicitations à lui. Si on va jusque dans le formulaire de contact, on va même avoir quelque chose qu'on avait très peu avant, à savoir des messages pertinents sur les champs. Alors, pertinent, évidemment qu'on s'entende, puisque ici, voilà, il me dit de saisir une adresse email valide, mais ne me dit jamais comment la rendre valide. Donc, voilà, on peut, encore une fois, faire un petit bond d'accessibilité en lui précisant plus de choses. On pourrait également avoir de meilleurs résultats, par exemple en utilisant un MCP de qualité, peut-être. On pourrait continuer encore et encore à améliorer l'accessibilité. Mais on voit bien que peu importe comment est-ce qu'on utilise l'IA, avec le plus d'agents possible, avec 6000 lignes de texte fournis à l'intérieur, on voit bien que l'accessibilité n'est pas encore parfaite. Allez, on va y arriver. Alors peut-être. Oui, c'est reparti. Non, c'est très pratique. Ah, mais je suis bête, je le vois devant moi. C'est mieux. Ok. Oui, très bien. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Allez, hein, super. C'est bien, parce que la démo s'est bien passée, mais c'est les slides qui se passent mal. On adore. Allez, on continue. Donc, petit résumé déjà de ce qu'on vient de voir. Donc, voici quelques erreurs qui ont été notées, évidemment. Je n'ai pas fait un audit complet des 3 sites. Ça aurait demandé une charge de travail un petit peu trop grande pour moi. Mais on peut voir déjà quelques erreurs. Donc déjà, sur le premier site, évidemment, tout est cassé. Et ce n'est qu'un échantillon. Donc là, on parle du lien d'évitement, la structure main, la mise en pause du carrousel, le focus visible, des erreurs de formulaire. Bref, il n'y a rien qui est bon. On commence à avoir une petite amélioration sur le deuxième site. Et sur le troisième, une bien meilleure. Même si y a une coquille, les contrastes ne sont pas bons. Donc on peut voir, grâce au LLM, fait d'une bonne manière, avec un agent qui, lui, vient répondre et surtout apporter une base documentaire suffisante sur laquelle il peut se baser, on voit des meilleures réponses pour du développement accessible. Évidemment, l'IA aura toujours des limites, et ce qu'il ne pourra pas faire, c'est par exemple se substituer à l'expérience réelle des utilisateurs handicapés. Dans l'accessibilité, on le sait, le test utilisateur est clé. Il faut absolument faire utiliser notre site par des utilisateurs en situation de handicap. Tester les technologies d'assistance. Donc, évidemment, on peut essayer de faire en sorte que le HTML soit bien lu par nos différents outils, mais les outils comme NVDA, JAWS ou VoiceOver ne peuvent pas être testés tels quels à l'intérieur du code. Également, être fiable sur des composants complexes, par exemple avec du drag and drop ou d'autres éléments. Tester les parcours métiers et leur sens, mais ça, je pense que c'est un problème global de l'IA. Et enfin, tester la charge cognitive, où il y a un énorme angle mort sur ce sujet-là. On l'a vu tout à l'heure avec la verbosité. Il n'a pas peur d'être aussi verbeux dans les sites qu'il génère, évidemment.
Bon, ne parlons pas que des problèmes, il y a quand même des avantages à l'accessibilité avec l'IA. Tout n'est pas si sombre, rassurez-vous. Déjà, et je ne suis pas sûr que ça soit une si bonne nouvelle que ça, l'IA est meilleure en accessibilité que les humains non formés. Alors, désolé, le but c'est pas de vous mettre une balle à tous, mais globalement, aujourd'hui, le HTML n'est pas très bien écrit et globalement un des plus grands vecteurs de problèmes dans l'accessibilité. Et si on compare un modèle un peu nul, qui plus est, comme GPT-4o, on a moins 18% de violation totale par rapport à un groupe humain de référence. Alors, groupe humain de référence, c'est-à-dire qu'il y a des juniors, il y a des seniors, il y a de tout. On a moins 49% de problèmes de contraste, bon, on en a quand même, mais par rapport à des codeurs humains. Moins 70% d'attributs alt manquants ou redondants, je ne sais pas pourquoi, mais les développeurs détestent les alt, visiblement. Donc voilà, meilleur que la moyenne, mais quand la moyenne est pas ouf, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais super, continuez. Alors, quelques conseils pour la génération de code avec l'IA, là où ça peut servir. Par exemple, ça peut servir pour générer les premiers jets de texte alternatifs. Ajouter des contraintes d'accessibilité directement dans les requêtes va aussi aider à avoir des meilleurs résultats. Encore mieux, utiliser des agents qui ont des bases documentaires, des RAG par exemple, si vous connaissez, qui sont des sortes de bibliothèques d'Alexandrie pour les LLM. Intégrer un linter d'accessibilité dans les pipelines d'intégration continue de CI. Il va y avoir de plus en plus d'outils IA qui permettront de faire ça et qui permettront de rajouter des checks à l'intérieur de votre CI. Et là, on arrive sur, je pense, la phrase la plus importante de ce talk. Former les développeurs. Il faut former les développeurs, il faut évangéliser au sujet de l'accessibilité. C'est pas pour rien que les gens qui aiment faire l'accessibilité adorent en parler. Il faut le dire le plus possible. Faites de l'accessibilité, faites faire de l'accessibilité, adorez l'accessibilité, accessibilité. Ensuite, il faut aussi utiliser les agents et les MCP à bon escient. Évitez de cramer 3 forêts pour générer des sites, s'il vous plaît. Mais utiliser les agents IA de manière rationnelle peut aider au développement. Évidemment, ça ne se substituera jamais à une review humaine derrière. Ensuite, autre sujet dans lequel il y a eu un papier scientifique très intéressant qui a été fait, Access Guru LLM, qui est un test de LLM spécialisé dans l'audit. Donc c'est une université du Michigan, je crois, qui a fait cette étude. Et cette étude teste d'avoir un LLM spécialisé. Et j'ose espérer que dans le futur, on arrive vers des LLM qui n'ont pas 80 milliards de paramètres à chaque fois et qui pourront peut-être être un peu plus spécialisés qu'un Claude Sonnet qui fait tout, le café, la vaisselle et des sites web de pauvre qualité. Donc, ce qu'on remarque avec Access Guru LLM, déjà, c'est de meilleurs résultats qu'avec une simple requête. Plus d'erreurs détectées qu'avec les outils automatisés classiques, type Axe, type Lighthouse. Et une similarité avec les corrections humaines à 77% sur les problèmes sémantiques. Encore une fois, on a des très bonnes réponses sur les problèmes sémantiques avec l'IA. Le reste est toujours un petit peu plus compliqué. Les soucis, c'est qu'on peut également avoir des faux positifs, des performances pauvres sur du contenu non anglophone et évidemment, ce n'est pas un secret, faire tourner un LLM à la maison, ça a un coût de calcul non négligeable. Rien qu'à voir les 10 cartes graphiques de 400 000 € sur des racks pour faire tourner les clouds. Ensuite, autre bénéfice de l'IA avec l'accessibilité, ça sera la possibilité demain pour les utilisateurs en situation de handicap de pouvoir faire appel aux agents IA ou MCP comme une solution palliative au manque, à l'inaccessibilité du web. Donc, un utilisateur pourra, espérons-le, dans le futur, grâce au MCP, pouvoir faire des réservations sur Internet directement avec son LLM. Il pourra faire du e-commerce. Il pourra directement, en chattant avec une IA, faire les actions qu'il ne peut pas faire sur le web, qui est, rappelons-le, à 96% inaccessible. Évidemment, comme d'habitude, depuis le début de ce talk, ça vient avec des limitations et des problèmes. Notamment, si votre LLM et votre MCP, par exemple, a des problèmes d'instabilité, les réponses ne seront pas de bonne qualité.
Et également, il y aura un risque de dissuasion de réparer l'accessibilité de son site. Tout le monde se dira bon, c'est bon, il y a un LLM qui discute avec mon MCP, j'ai pas besoin de rendre mon site accessible. Et puis après, les amendes de l'Arcom arriveront et ça rigolera un peu moins. En conclusion, comme je l'ai, je pense, déjà bien répété, 96% du million de pages les plus visitées ont des non-conformités avec les WCAG. Donc ça, c'est l'étude WebMillion que vous retrouverez aussi dans les notes du talk. Le code généré par les LLM reproduit les erreurs de code avec lesquelles il a été nourri. Un agent IA qui s'affranchit des barrières du web ne répare pas son inaccessibilité. L'IA est un supplément puissant, jamais un substitut. Et s'il y a une phrase à retenir de ce talk, s'il vous plaît, c'est celle-ci. L'IA n'est pas là pour remplacer les humains, contrairement à ce qu'on essaierait de nous faire croire. Et surtout pas dans l'accessibilité. Mais, pour ne pas terminer sur une note si négative, les personnes en situation d'handicap utilisent déjà l'IA pour surpasser les obstacles du web, et ça marche à peu près. Et les utilisateurs en situation de handicap sont particulièrement enthousiastes face à l'arrivée de l'IA, puisqu'elle vient répondre à énormément de problèmes. Alors, effectivement, ça vient en causer d'autres, et il y a bien sûr des situations où ça exacerbe les situations de handicap. Mais aujourd'hui, ça vient offrir ce que le web n'arrive pas à offrir à certains endroits et dans certaines conditions. Autre point positif, c'est que les outils IA s'améliorent de jour en jour, pour le meilleur parfois comme pour le pire, mais on ne peut que espérer que ce que je voyais il y a 1 an comme code de généré par les IA, je ne lui faisais absolument pas confiance. Cette année, j'ai déjà personnellement commencé un peu plus à l'utiliser, bien sûr avec une review stricte, mais je fais de plus en plus confiance au code IA, dans une mesure raisonnable encore une fois, je tiens à tempérer. Donc, on peut espérer que maintenant, là, on ne voit que les balbutiements de l'IA, d'espérer que l'IA va devenir meilleure et meilleure encore et encore, et si possible, réussir à devenir plus accessible. Pour terminer, au fur et à mesure que les manières d'accéder au web augmentent, on ne peut qu'espérer que celui-ci devienne plus inclusif. Et ça sera la phrase de fin. Merci. Évidemment, pour ne pas faciliter les choses, j'ai fait 3 QR codes. Donc voici les slides, si vous voulez les regarder. N'hésitez pas, hein, il y a vraiment énormément d'études et de papiers scientifiques qui sont en train de se faire actuellement, notamment aux États-Unis, un petit peu au Japon. On y trouve énormément de choses intéressantes si vous voulez aller creuser, que ce soit en termes de méthodologie, que ce soit en termes de résultats, c'est super intéressant. Ok, je vois un dernier téléphone levé, c'est tout bon. Le GitHub. Si vous voulez retrouver les 3 sites que j'ai générés et également la série d'agents que j'ai fait, vous pourrez les retrouver sur mon GitHub perso. Les agents que j'ai générés sont à prendre avec d'énormes pincettes. Ça a été fait dans le cadre de cet exercice-là. Ce n'est pas du tout quelque chose à prendre au pied de la lettre comme un outil à utiliser demain. Toutefois, ça pourra peut-être vous aider, vous inspirer pour votre utilisation personnelle. Et enfin, si ça vous a plu ou si ça ne vous a pas plu, surtout si ça ne vous a pas plu, je suis preneur d'un petit feedback.